Trouvée sur les bords d'un petit torrent du nord de la Corse, cette situle en bronze de l'époque romaine servait entre autres à couper le vin à l'eau. Grâce à ce mélange, le nectar des dieux devenait plus digeste. Sublimer le vin par l'assemblage a été de tout temps une quête précieuse, quête encore bien présente aujourd'hui. Le vin est une base de boisson à l'intérieur de laquelle il faut faire entrer d'autres ingrédients pour avoir ce que l'on boit. La culture étrusque avait l'habitude de consommer du vin mêlé de miel, de plantes, de parfums divers et variés, le tout formant une texture pâteuse. Et puis il faut ajouter à cela que pour la Corse, pour le cas corse, la Corse produit du miel, elle a des plantes fabuleuses par les arômes et elle avait le vin. Donc la culture étrusque pouvait trouver en Corse le nécessaire pour satisfaire sa consommation. Ensuite, dans toutes les sociétés gréco-romaines, la question du vin est délicate parce que les vins sont généralement coupés. On ne les boit pas en tant que tels. Ils sont coupés d'eau, ils sont coupés d'aromates, ils sont coupés de petites pâtes. Et donc ils sont moins fluides que ceux que nous connaissons. Ils ressemblent un peu à de la pâtée brouillée. Progressivement, le Moyen-Âge, l'époque moderne affine le vin. Nous retirons le miel, nous retirons les aromates, nous laissons éventuellement l'eau. Le vin est coupé d'eau. Il devient donc plus liquide, plus clair. Mais le mot assemblage veut surtout dire en viticulture que c'est un apport de jus de cépages différents, apport qu'on a calculé, mesuré, et chacun des cépages entre dans la composition finale de ce qui fermentera. Bon, ça, soyons clairs, ça ne date que des années 1910-1920. Auparavant, c'est essentiellement du mélange. Un assemblage, c'est un mélange de plusieurs vins. Souvent, on vinifie séparément des petites parcelles, tout simplement parce qu'il y a des dates de maturité qui sont différentes ou des terroirs qui sont différents. Et ce n'est pas forcément deux bonnes cuves vont faire une cuve qui est encore meilleure. Souvent, c'est une petite pointe d'une cuve qui avait un peu de gras, un peu de matière, avec une cuve qui a, lui, de l'acidité, de la fraîcheur, et une autre avec un peu d'opulence, du degré, quelque chose qu'on a ramassé vraiment à maturité. Et c'est un travail qu'il faut le faire au calme et au bon moment. Et sur des blancs et des rosés, c'est pas facile, mais bon, sur des blancs et des rosés, on sait plus ce qu'on veut. Sur un rouge, suivant le millésime, ça peut être un peu plus dur parce que, en fonction du millésime et du cépage, il y a des années où le Nielouch sort moins bien, le Tchakaré, le manque de couleur, les vieux cépages, on aime de plus en plus, donc on en met une petite pointe, voilà. Et l'assemblage, le travail que fait le vigneron, l'œnologue ou autre, c'est mettre en avant le caractère du vigneron, et ce qui lui plaît. Enfin, voilà, c'est lui qui va mettre en avant son vin, c'est lui qui va vendre le vin. Moi, je suis là juste pour l'aider à exprimer ce qu'il est et ce qu'il aime. Alors on a compris assez rapidement qu'en Corse, il y avait un portefeuille ampélographique de cépages incroyable
et que ces cépages pouvaient être utilisés par les producteurs comme une palette dans laquelle ils puiseraient pour pouvoir aller vers différents vins, c'est-à-dire pour augmenter la diversité de leurs vins. On a des cépages qui sont un peu atténuateurs. Par exemple, je pense au Broustiano, qui est un cépage où il y a peu d'acidité et des degrés qui ne sont pas trop exubérants, qui se marie très bien avec le Chiacarello, qui est un cépage principal de Corse, qui est sensible à la sécheresse et qui a tendance à flétrir. Et donc ce flétrissement provoque une concentration du sucre et de l'acidité dans la baie. Donc on a des raisins qui ensuite sont très riches en sucre, qui vont être très riches en alcool, riches en acidité. Et c'est vrai que l'assemblage avec le Broustiano, par exemple, ça permet d'avoir des produits beaucoup plus équilibrés. La base de l'assemblage, il est à la vigne. Qu'on le veuille ou non, à un moment, ça part du vignoble, quoi. On travaille avec une matière première, on ne crée pas des arômes, on n'est pas dans la parfumerie, quoi, hein. On ne pioche pas dans un métier-pote d'arômes qui est presque infini en gros, mais on part d'une matière première qu'on a créée nous, vignerons, avec la nature, en symbiose, et avec cette matière première-là, on essaye de confectionner un goût, c'est même pas un goût, c'est assez classique de caractériser là-dessus, mais c'est un produit en 3 dimensions, quoi. Le nez, la bouche, le ressenti aussi, donc il y a une dimension infinie sur le vin. Et l'émotionnel est très important, ça c'est sûr. L'ensemble de la récolte, on va l'assembler en général. On ne va pas jeter une partie, à moins que ce soit vraiment très mauvais. Mais là, maintenant, tout le monde techniquement est très bon. On gère les vignes, tout est qualitatif. Après, il y a des niveaux de qualité plus ou moins forts. Mais à la fin, le but, c'est d'assembler le maximum pour faire un produit. Et à un moment, il y a des volumes, il y a des parcellaires. Il y a une parcelle qui va produire plus ou moins que d'autres. On a des lots plus ou moins importants de cépages, parce qu'on a un morcellement de cépages sur l'exploitation. Et on va avoir, j'en sais rien, nous sur le domaine, on a 2% de Mourescone, en gros. Donc il faut les assembler ces 2%, donc ça fait 2%. Et des fois, il y a des ingrédients, quand on les vinifie à part, qui ne matchent pas. Pendant les assemblages, c'est pas vraiment une casquette de chimiste qu'on prend, c'est une casquette un peu de nez. Donc, parce qu'on se concentre sur l'équilibre aromatique. On regarde pas, nous c'est vrai que nous on regarde pas trop, à ce moment-là on regarde pas trop les analyses. On regarde pas trop les équilibres acides, on regarde pas trop l'alcool, on s'en fout un peu. Nous, il faut que ça matche dans le verre. Donc on étale sur la paillasse toute la cave, tous les échantillons. On les goûte un par un, on prend des notes assez rapides pour classer le nez, la bouche, la longueur, les équilibres en gros. C'est pour nous donner un peu une première trame. Donc ça nous permet de voir l'évolution des vins aussi. Toutes les semaines on le fait. Donc c'est un travail assez spécifique, mais c'est un travail aussi d'immersion. Et là on prend la casquette du nez. Mais après il y a une casquette chimiste qui est importante, c'est de dire tous ces vins-là, il faut les analyser pour connaître les équilibres. Parce qu'il y a dans le cahier des charges des AOP, il y a un cahier des charges équilibre aussi, quoi. Il y a des vins il y a des critères analytiques pour la commercialisation des vins.
Moi, ce que je ressens dans les vins, c'est que les vins qu'on fait, ce n'est pas forcément la quintessence de ce qu'on voudrait faire, mais en soi, c'est l'identité d'un lieu, d'une histoire, de notre famille, quoi, hein. C'est mon oncle qui a planté les vignes, mon père qui a repris, c'est mon père qui a fait des choix de plantation. Les parcellaires que je vinifie, ce n'est pas moi qui ai choisi de les planter, c'est pas moi qui ai choisi ces pages-là. Il y a eu des bons choix, des mauvais choix. Mais en gros, nous, c'est de sublimer une histoire, de sublimer cette histoire et d'arriver à l'équilibre qui fait partie en gros des grands vins, parce que les grands vins, c'est pas que des vins qui coûtent une fortune et qui ont un patrimoine historique millénaire. Il y a des grands vins qui sont... Le grand vin, c'est un vin qui transmet une émotion et qui fait parler la personne qui le boit, quoi. Personne ne peut prétendre savoir quand s'arrêtera cette inventivité humaine de faire du jus de raisin fermenté la base d'une boisson dans laquelle certains même mettent du Coca-Cola pour le boire, c'est vous dire. Ça existe aujourd'hui. Donc c'est véritablement une affaire de société. Quelle est la norme de consommation du vin ?